Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Olivier Babot, économiste et professeur à l'université de Bordeaux. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Je ne sais pas si on va penser différemment ce soir, on va essayer de penser pour commencer. Alors là, évidemment, le décor est planté, vous donnez immédiatement le ton, Olivier Babot. Il n'est pas sûr que nous soyons prêts à réfléchir avec Philippe ce dimanche matin. Mais bon, c'est une idée sur laquelle vous nous entraînez, on va vous suivre, parce qu'on va la creuser immédiatement avec vous. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, Olivier, et je vous propose que nous commencions par le début de votre histoire. Vous êtes né un 26 mars, le même jour qu'Alain Madelin, avec lequel vous partagez une passion commune. Je ne sais pas si vous savez laquelle, Olivier ? Non. Non, vous savez pas laquelle ? Eh bien, c'est l'économie. Oui, oui, je peux comprendre que cela vous ait échappé pour ce qui le concerne, car il a été seulement ministre pendant 3 mois et 8 jours du président Chirac. C'est vieux tout ça. Pour la suite, vous qui avez un CV à faire rougir bon nombre d'entre nous, normalien, diplômé de 3e cycle en philosophie, agrégé d'économie, docteur en sciences de gestion, j'oublie rien ? Il y a d'autres trucs, mais c'est moins important. Mais reconnaissez que ce n'est plus un CV, mais un guide d'orientation, quand même. On va peut-être pas changer le monde, mais on va déjà essayer de le comprendre. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Mais quel manque d'ambition, Olivier. Vous ne voulez pas changer le monde. Vous ne ressemblez donc pas à ces jeunes de l'ex-UMP qui cherchaient à le transformer dans leur clip en 2009. Allez, trêve de plaisanterie, vous avez raison. Essayons d'abord de le comprendre et de le faire comprendre. Et pour ce faire, aujourd'hui, vous œuvrez comme professeur à l'université de Bordeaux, mais également comme président du think tank, l'Institut Sapiens. Et vous êtes l'auteur de 13 ouvrages. Je me suis donné le mal de les compter. Alors, justement... Vous n'avez jamais compté. Vous n'avez jamais compté ? Ben voilà, vous le savez grâce à nous ce dimanche matin. Alors justement, vous venez de sortir en septembre dernier le nouveau désordre numérique et comme vous le dites vous-même, ce n'est pas un coming out technophobe, comme vous y allez, mais le regard d'un libéral qui se rend compte que le bonheur n'est pas systématiquement dans le marché. Votre parti pris est que le digital fait exploser les inégalités et crée des divisions sociales. Inégalités, dites-vous, mais nous sommes en plein dedans. Bien théorisé d'ailleurs avec l'effet Matthieu que l'on doit au sociologue américain Robert Merton en référence à l'évangile selon Matthieu, je cite, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Cette fracture, qui n'est pas seulement technologique, avouons-le, et même d'ailleurs, si vous êtes né le même jour que Larry Page, le cofondateur de Google, nous ramène à la face sombre de notre époque. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Allez, le moment est donc devenu de briser les chaînes du savoir ce dimanche matin afin de permettre aux béliers que vous êtes d'enfoncer les portes pas encore ouvertes de ce monde futur si complexe à prévoir. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Olivier Babot, est-ce que le digital fait vraiment exploser les inégalités ? Oui, en fait, il polarise le monde. Alors, les inégalités, elles existaient déjà. Elles n'ont pas attendu le digital pour exister. En fait, le XXe siècle est probablement le moment de l'humanité où il y a eu le moins d'inégalités, en fait. Ça a été un moment d'extraordinaire moyennisation et qui a culminé peut-être sous Giscard d'Estaing, en gros, quoi. Et en fait, depuis les années 90, ces inégalités à nouveau réapparaissent. Alors, elles sont dans le domaine économique, dans le domaine politique, mais évidemment dans le domaine social, où la technologie a fait cet effet Matthieu dont vous avez parlé. C'est-à-dire que si votre boulot est en gros intégré à la technologie, si les robots vous donnent plus de pouvoir, ils augmentent votre capacité à travailler, et ben vous pouvez par exemple travailler de partout et travailler avec une valeur ajoutée supérieure. Mais à l'inverse, si vous êtes décroché de ça, c'est un peu comme si vous restez sur le quai et le train il est parti, il est de plus en plus rapide et de plus en plus loin. Mais le digital c'est quand même l'avenir, on est d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas débrancher Internet et on ne va pas enlever les réseaux sociaux non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Les emails par signaux de fumée, ça marche moins bien. Oui, c'est ma fort aussi. On parlait tout à l'heure d'Haussmann. C'était une époque qu'on avait essayé. C'était une super nouveauté. Mais là, les technologies, elles vont évidemment pas se débrancher. En revanche, il faut qu'on apprenne à les maîtriser. Parce que la technologie, c'est un formidable serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Et dans bien des domaines, c'est une technologie qui risque, si on l'utilise mal, de nous asservir et puis aussi de briser la société. On n'a vraiment pas besoin de ça. Alors vous êtes économiste, je l'ai dit dans votre portrait, vous êtes un observateur éclairé du monde dans lequel nous vivons. Au 19e siècle, 10% des gens détenaient 80% du patrimoine. On en est où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est encore bien moins, je crois, de mémoire, ça doit être 10% qui détiennent 50, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais on n'est pas revenu à ce qu'était le 19e siècle. Comme je disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte combien avant c'était 10 fois pire. Hein. C'est-à-dire que les inégalités, et probablement d'ailleurs la mobilité sociale dans une société de classe, par définition, elle était extrêmement faible. Hein. Et c'est encore pire évidemment au 18e siècle et avant. Et cette mobilité, elle a été possible, elle est devenue possible au 20e siècle. On a eu tous la grande illusion un peu d'une société en losange ou en diamant, si vous voulez, beaucoup de gens au milieu, puis quelques extrêmes, mais fondamentalement une société très unie, très, très homogène. Et ce qui est en train de se passer, quand on regarde depuis les années 90, c'est la disparition un peu de cette grande classe moyenne, qui existe de moins en moins, avec ces emplois du milieu, ces emplois moyennement qualifiés qui disparaissent, avec évidemment des phénomènes de déclassement social, et on a plutôt une société en sablier, si vous voulez. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que vous appelez, vous, l'effet sablier. Voilà, c'est l'effet sablier, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde au milieu, et puis il y a beaucoup de gens aux extrêmes, avec évidemment la conséquence, c'est qu'il est très difficile de passer d'un extrême à l'autre. Enfin, c'est plus facile de tomber que de monter. Alors, vous évoquez ces fameuses inégalités, comment on peut les réduire aujourd'hui ? Il y a une réponse qui paraît évidemment facile, mais très difficile en l'occurrence à mettre en place. En fait, c'est la formation. Parce que le capital économique est la traduction, parfois sur plusieurs générations, de capital culturel, de capital social, évidemment, qui sont mis en œuvre et qui deviennent du capital économique. Ce capital culturel, l'école a beaucoup de mal à le transmettre. On sait que notre école, notre système éducatif en France, est extrêmement mauvais pour lutter contre les inégalités de départ. En fait, on fait grosso modo que les répliquer, les reproduire, et d'ailleurs en grande partie plutôt les accroître, puisque les diplômes agissent au contraire comme des façons d'accroître en fait ces inégalités. On a énormément de mal. En fait, l'éducation, c'est un immense bateau qui a énormément de mal à se réformer, et le numérique arrive là-dedans comme une bourrasque de plus sur un bateau qui déjà prenait l'eau. Olivier Babot, on est riche à partir de combien ? Ah, ça, c'est une vieille question que les auteurs... 15 000 euros par mois, selon François Hollande. C'est ce que j'allais dire, oui. Vous corroborez le propos de François Hollande ? Non, mais ça dépend de vos besoins, puis ça dépend de l'endroit où vous habitez, parce que une des grandes questions aujourd'hui de la richesse, c'est quand même le prix de l'immobilier. Hein. Ouais. Donc, ça dépend combien vous coûte votre immobilier. Une fois que cette question est réglée, évidemment, il y a uniquement la nourriture. Donc, c'est très difficile de donner un chiffre. On n'est pas riche de la même façon à Paris et en province. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire et que vous avez remboursé votre habitation, déjà vous avez besoin de beaucoup moins de revenus pour pouvoir, disons, avoir une vie normale, si vous voulez. Olivier Babot, au moment même où Apple dépasse son propre record en atteignant 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous ne pensez pas qu'on est dans un monde qui est devenu un peu fou ? C'est ça qui est extraordinaire et que j'appelle la polarisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple, la valorisation d'Apple, c'est supérieur au PIB français. Ouais. Si vous prenez Microsoft, c'est supérieur à la capitalisation de l'ensemble du CAC 40 français. C'est-à-dire que c'est des chiffres absolument dingues. Vous prenez tous les chiffres de la capitalisation des sociétés de technologie américaines, c'est supérieur à l'ensemble de toutes les capitalisations boursières de l'Europe. Et ça, évidemment, ça donne absolument le tournis. Aujourd'hui, c'est la technologie qui prend toute la valeur ajoutée, si vous voulez, dans l'économie. Mais Olivier Babot, est-ce que finalement on n'est pas dans le grand délire, parce que Tesla qui vaut plus que Toyota ou Volkswagen, alors que c'est une entreprise qui n'a jamais gagné 1 euro et jamais distribué $1 de elle vient juste de gagner un peu d'argent. Oui, mais elle n'a pas distribué un dividende, je crois, pour le moment. Amazon a mis très longtemps à le faire. Oui, mais est-ce que là on n'est pas dans le délire le plus total ? Vous avez deux effets. Il y a peut-être un effet bulle. Ça, c'est pas impossible. On est en situation de taux négatif. Hein. Vous êtes au courant, c'est-à-dire qu'avoir de la rentabilité, c'est hyper dur. Hein. Les gens, on va dans les obligations, mais enfin tout ça tend à zéro en fait, voire probablement va finir par être négatif. Donc, où est-ce que vous voulez avoir de la rentabilité ? Vous êtes obligé d'aller là où vous avez des espoirs de gains. Donc, vous êtes obligé de miser. Probablement, ça produit ces effets de bulle. Ces effets de bulle, ils sont pas totalement absurdes dans la mesure où ces immenses plateformes, ces GAFA, ces GAFAM, et puis dedans, évidemment, maintenant, on peut mettre Tesla et toutes ces entreprises qui réussissent extraordinairement, elles ont en effet démontré une capacité à devenir quasi en situation de monopole, à concentrer énormément de valeur et en effet à attirer beaucoup de clients et à finir par les monétiser. Je veux dire, Facebook, quasiment un humain sur 3 sur Terre a un profil Facebook avec des revenus qui sont absolument délirants. Ces plateformes ont la caractéristique justement d'avoir cette idée, vous savez, le gagnant prend tout. C'est-à-dire quand vous êtes une plateforme, vous allez être là où tout le monde va aller. Pourquoi on va tous faire des recherches sur Google ? Parce que les recherches de Google sont meilleures. Pourquoi les recherches de Google sont meilleures ? Parce que tout le monde va là-dessus. Donc vous voyez bien que c'est cumulatif, auto-entretenu, le gagnant prend tout. C'est comme dans Highlander, il peut en rester qu'un. Olivier Babot, dans un monde qui s'est beaucoup financiarisé, vous croyez encore à la valeur travail ? Oui, je crois à la valeur travail, d'autant plus qu'on voit aujourd'hui que
il y a des grandes réussites. Enfin, vous pouvez extraordinairement bien gagner votre vie. Chez Google, vous pouvez avoir, il y a un ingénieur qui a eu 100 millions de bonus. Quand vous êtes très intelligent, vous êtes dans un monde où quand vous êtes très intelligent, vous pouvez réussir très très bien. Voilà. Et on est très intelligent et très formé. Et donc, cette inégalité entre les gens qui sont bien formés, à qui on aura pu aider à révéler tout leur potentiel, et ceux qui n'auront pas eu cette aide, elle devient extrêmement forte. C'est peut-être une bonne nouvelle, si vous voulez, parce que, souvenons-nous, je veux dire, au XVIIIe siècle, vous avez beau être très intelligent, il fallait quand même sacrément ramer pour arriver à réussir. Vous pouviez être très très stupide, et si vous étiez bien né, c'était pas un problème. On est dans un monde qui est un peu plus cruel de ce point de vue-là, ou qui fait une distinction terrible entre les gens qui sont très bien formés, encore une fois, connectés à la numérisation, connectés à toutes ces technologies et qui en profitent, et puis ceux qui sont ce que j'appelle des techno-largués, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas connectés à la technologie et qu'on n'a pas aidé à ça. C'est quoi pour vous un bon investissement ? Un bon investissement, ça dépend évidemment de votre objectif, n'est-ce pas ? Un bon investissement, aujourd'hui, on a quand même une sensibilité un peu différente, c'est aussi un investissement qui ne profite pas seulement à soi, mais qui crée de la valeur sur le long terme, et de la valeur en prenant en compte ce qu'on appelle, vous savez, en économie, les externalités négatives, c'est-à-dire qui n'aura pas pollué, qui n'aura pas détruit la société. Je crois que c'est quand même une bonne chose qu'aujourd'hui on soit de plus en plus sensible au bilan complet d'une entreprise. Un bon investissement, c'est celui non seulement qui va créer de la valeur pour vous, mais qui va créer de la valeur pour la société. En fait, je crois que c'est ça la vraie création de valeur. Une entreprise qui travaille bien, c'est quand elle arrive à attirer des clients, et elle le fait pour que la société soit meilleure avec elle que sans elle. Olivier Babot, comme le veut la tradition dans Oser investir, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit d'une pièce de musique baroque lyrique pour clavecin qui s'appelle Les Sauvages, consommée en 1727 par Jean-Philippe Rameau. Pourquoi ce choix musical ? D'abord, j'écoute pas trop de musique après le XVIIIe siècle. Je suis un petit peu de musique classique au XIXe, mais mes goûts, c'est plutôt avant. Moi, j'ai fait de l'orgue et du clavecin. C'est intéressant parce que vous nous avez donc, parlé. Quand on me demande une chanson, moi, je connais parce pas. que vous nous avez quand même parlé digital et on est en 1727. Oui, mais j'aime bien être un peu décalé. Et puis, il faut savoir toujours d'où l'on vient et s'intéresser au monde d'avant, parce que tout en général a déjà été pensé et fait. Donc voilà. Donc moi, mes goûts, c'est plutôt ça. Et quand on me demande une musique que j'aime, c'est ce genre de truc. Merci à vous d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 73e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur sudradio.fr ou sur osezinvestir.fr et tous nos dispositifs digitaux. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Et oui, à dimanche prochain, mon cher Philippe. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.